Bonjour, quel plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors c'est la dernière vidéo que je te fais sur cette terrasse à Puerto Vallarta au Mexique parce que on va bientôt changer de Airbnb là. Demain on change de Airbnb, on sera encore à Puerto Vallarta pour quelques semaines. Pour aujourd'hui c'est encore cet environnement avec un gecko là qui est juste à côté, la route de derrière, les moteurs, les avions, les chiens, tout cet environnement sonore de Puerto Vallarta vraiment dans la ville. Alors dans cet environnement, j'ai envie de te parler d'une maladie psychique qui est très grave, qui fait beaucoup de dégâts sur le plan individuel, dans les familles, dans les environnements professionnels, au niveau collectif, global, des pays, au niveau international. Cette maladie, c'est une maladie psychique, donc c'est pas une maladie avec des variants en Delta et Omicron, hein, c'est pas ça dont je vais te parler. Cette maladie, moi je l'appellerais la culpabilité. La culpabilité. Tu sais, cette maladie qui consiste à percevoir tellement de choses à travers les filtres de la culpabilité, du reproche, de la critique, du jugement. La culpabilité. Tu sais, c'est quand on se retrouve accusé d'avoir fait un truc ou de pas avoir fait un truc, accusé d'avoir dit ou de pas avoir dit quelque chose, accusé juste d'exister en fait, accusé de faire les choix, de porter ce que l'on porte, d'être qui on est. Voilà, ça c'est pas possible en fait pour certaines personnes. Donc la culpabilité, c'est quand on se retrouve dans ce genre de mécanisme-là. Je sais pas si ça te parle. La culpabilité, c'est aussi quand il y a une personne ou un groupe de personnes qui est pris comme bouc émissaire par d'autres personnes. Ah, la stratégie du bouc émissaire, c'est tellement pratique pour évacuer ses peurs, hein, quand on est confronté à des grands défis, à des choses qui nous font tellement peur, à des épreuves. C'est tellement facile de dire c'est de sa faute. C'est de sa faute à lui ou c'est de leur faute à eux. Donc il suffit d'éliminer ces personnes-là ou cette personne-là et c'est bon, tout sera réglé. Tout sera réglé. C'est tellement facile le bouc émissaire. Hein, en ce moment, j'imagine que tu vois pas du tout pourquoi je te dis ça. Donc ouais, la culpabilité, c'est aussi ces mécanismes de bouc émissaire. Et puis c'est aussi quand toi et moi, on croit encore que telle personne ou tel groupe de personnes sont des méchants, sont nos bourreaux, sont nos persécuteurs et sont là pour nous emmerder, pour nous, voilà, pour nous faire du mal. Ces personnes-là sont toxiques. Donc voilà, quand on est encore en train de se placer comme ça, dans cette position, dans ce rôle de victime, bah, on est dans la culpabilité. Et on est aussi dans la culpabilité quand on identifie des victimes et des bourreaux et qu'on va, en tant que sauveur, aller libérer ces victimes des griffes du méchant bourreau, du persécuteur. Donc quel que soit son rôle, que l'on soit identifié comme un bourreau, comme un bouc émissaire, qu'on se passe comme une victime, qu'on se passe comme un sauveur, tous ces rôles, c'est tout ça dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et dans ces mécanismes de culpabilité, comment ça fonctionne? Quels en sont les symptômes? Quels en sont les rouages? Et en prenant conscience de tout ça, finalement, comment est-ce qu'il est possible de développer une forme d'immunité naturelle pour se prémunir de cette culpabilité? Et tu me connais, hein, ça va être sans chimie et sans injection, c'est promis. Alors à tout de suite. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi des clés, des ressources pour mieux comprendre les mécanismes, les rouages de cette maladie psychique tellement répandue et tellement contagieuse que j'ai nommée la culpabilité. Toute personne, toi comme moi, comme nous sommes pris dans ces mécanismes, dans ces méandres de la culpabilité, nous avons tendance à fonctionner à partir de rôles. Il y a 3 rôles qui ont été très bien décrits par Karpman dans son triangle dramatique ou le triangle qu'on appelle aussi le triangle de Karpman. Et donc ces 3 rôles sont le rôle de la victime, le rôle du bourreau ou du persécuteur, c'est la même chose, et le rôle du sauveur. Donc ce que je te propose, c'est de commencer par regarder plus en détail quels sont ces rôles et comment ça fonctionne.
Je trouve ça hyper intéressant de regarder un peu plus en détail comment fonctionne chacun de ces rôles parce que Karpman a très bien montré à travers l'analyse transactionnelle comment chaque rôle pouvait permettre de s'adapter dans un contexte donné, dans une situation particulière, à la personnalité de la personne et en même temps à ses besoins plus ou moins conscients. Alors le premier rôle, c'est le rôle de la victime. Tellement répandu le rôle de la victime. La victime se sent persécutée, elle se sent maltraitée et elle se sent impuissante. Donc elle n'a pas la sensation d'avoir les ressources pour pouvoir se sortir de son mauvais pas, de sa situation qui l'a fait souffrir. Et donc la victime c'est « Oh, pauvre de moi, si tu savais comme je souffre, comme c'est difficile ce qui m'arrive ». Et la victime n'arrive pas à trouver les ressources pour s'en sortir, elle n'arrive pas à reprendre sa responsabilité, elle n'arrive pas à prendre des décisions, elle n'arrive pas à prendre une initiative, elle n'arrive pas à se connecter à sa créativité intérieure. Alors là, peut-être que tu vas me dire, ouais, bah c'est pas terrible d'être une victime, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de personnes finalement qui vont jouer ce rôle? Bah il y a plein d'avantages en fait, paradoxaux, à avoir ce rôle de la victime. Parce que déjà, quand tu te plains, quand tu exprimes ta souffrance, quand tu es de « Oh, pauvre de moi, si comme tu savais, comme c'est difficile, comme je souffre », tu attires l'attention. Alors tu vas peut-être attirer l'attention d'un sauveur, tu vas peut-être attirer l'attention d'un bourreau, mais en tout cas, tu as l'attention sur toi. Et avec l'attention, bah, tu as l'énergie de l'autre sur toi, tu as peut-être l'amour de l'autre sur toi. En tout cas, tu as l'attention de la personne. Et ça donne de l'énergie. Et ça va créer des dépendances. Souvent, les victimes ont des relations un peu de dépendance affective avec leur entourage. Et c'est super difficile de sortir de cette posture-là. Parce qu'on aime avoir l'attention et le soin de l'autre sur soi. Quelque part, c'est quand même agréable. Et puis, quelque part, cette impuissance, c'est quand même bien pratique. Bah oui, si je suis une victime, c'est pas de ma faute. C'est de la faute du bourreau. C'est de la faute du méchant. Moi, je suis innocente. Je suis innocente, c'est pas de ma faute. Donc ça, c'est quand même super pratique. J'ai l'attention de l'autre sur moi. Et puis bah moi, j'y peux rien. C'est pas de ma faute. C'est comme ça. Donc ça, c'est quand même bien confortable. Et puis bah tu connais peut-être ce proverbe, en toute façon, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Donc moi, je reste dans mon impuissance, je fais rien, comme ça je risque pas de faire du mal, je risque pas de faire d'erreur, je risque pas de me tromper, de toute façon c'est de la faute de l'autre. Il y a quelque chose de presque savoureux, de super confortable quand même dans ce rôle de victime, faut bien l'avouer. Du coup, on peut comprendre quand même que c'est le rôle plébiscité par la plupart d'entre nous, on peut le dire. Alors après, il y a le rôle du sauveur. Le sauveur qui va arriver auprès de la victime en disant « Laissez-moi vous aider ». Alors là, pour le coup, le sauveur, c'est un rôle qui est hyper gratifiant. D'un point de vue narcissique, autant la victime, bon, il y a plein d'avantages, mais d'un point de vue narcissique, c'est pas ouf. Là, le sauveur, pour le coup, il est dans sa puissance. Et il met son pouvoir personnel, il met sa puissance, croit-il, au service de la victime. Laissez-moi vous aider, je vais m'en occuper, ça va bien se passer. Donc on pourrait se dire, bah ouais, c'est cool ça, le sauveur. Oui, sauf que le sauveur, en croyant comme ça aider une personne qu'il a identifiée comme une victime, quelque part déjà il a besoin de la victime pour exister, donc il va avoir tendance à conforter la victime dans son rôle. Il va valider que oui, il y a bien un persécuteur et il va lui tenter, le sauveur, de sortir la victime des griffes du bourreau, des griffes du persécuteur. Donc il enfonce quelque part, il maintient la victime dans son rôle de victime, il maintient le bourreau dans son rôle de coupable et de bourreau, et lui, il va essayer de sauver la victime. Donc en fait, il n'aide pas vraiment profondément la victime, il renforce cette culpabilité, il renforce quelque part cette vision qui amène de la violence et de la séparation. Donc le sauveur, il y a quelque chose quand même de super gratifiant comme ça, oh, je vais t'aider, je vais te sauver, il y a cet élan de contribution là qui est tellement nourri. Et en même temps, l'avantage paradoxal pour le sauveur comme ça de mettre toute son attention et toute son énergie pour sauver et pour aider cette victime, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il ne va pas être occupé, il ne va pas mettre son attention sur lui-même. Donc comme ça, en étant totalement pris à aider ces personnes ou cette personne,
il va pas avoir à regarder ses propres problèmes, ses propres souffrances, ses propres défis, et il va être comme ça, comme décalé de lui-même. Et ça, c'est quand même aussi un avantage super pratique pour esquiver ses propres difficultés, pour esquiver ses propres souffrances. Je m'occupe de l'autre, et comme ça, je n'ai pas à m'occuper et à regarder à moi ce qui me fait vraiment mal. Et quelque part, je ne prends pas non plus mes responsabilités dans ma propre vie quand je suis un sauveur, que je fonctionne de cette manière-là. Alors ce bourreau, ce persécuteur là, ce méchant, bah déjà ça peut être une personne, un groupe de personnes, mais ça peut être une chose, tout élément extérieur qui va mettre en difficulté la victime et qui va conforter la victime, mais qui va aussi conforter le sauveur, qui va conforter chacun finalement dans leur rôle respectif. Ce persécuteur, il est rigide. Il blâme, il accuse, il culpabilise, il va sans arrêt renvoyer à la victime « tout ça, c'est de ta faute, c'est parce que tu as mal fait, c'est parce que tu as fait telle ou telle chose, c'est parce que de toute façon tu es une mauvaise personne ou parce que tu es un incapable ». Donc il va sans arrêt renvoyer comme ça du blâme, de la culpabilisation, de la critique. Ce persécuteur, il est dans un rôle qui va lui permettre de prendre le pouvoir sur l'autre. Il va avoir l'illusion de contrôler l'autre, de manipuler l'autre, de pouvoir faire de l'autre ce qu'il veut quelque part. Et il va y avoir une espèce de jouissance plus ou moins consciente, sadique, de faire du mal à l'autre, de le contrôler, d'en faire ce qu'il veut. Et à travers ces mécanismes de prise de pouvoir sur l'autre, le persécuteur, quand c'est une personne, va comme ça, lui aussi, pouvoir sortir de lui-même et compenser ses propres peurs. Souvent, le persécuteur, profondément, c'est quelqu'un qui a super peur, qui se sent super vulnérable, qui a peur des autres, peur de la vie, peur de plein de choses. Et cette manière comme ça d'aller prendre le pouvoir sur l'autre, de le contrôler, c'est une manière de le maintenir à distance, de prendre le pouvoir et donc de s'en protéger quelque part, puisque quand j'ai le pouvoir sur l'autre, quand j'ai la sensation de pouvoir faire de l'autre ce que je veux, et bien quelque part je peux le maintenir à distance et je peux m'en protéger, le contrôler. Et donc le persécuteur, il est comme ça dans cette sensation de pouvoir qui est grisante, qui est jubilatoire, et en même temps, il se protège des autres et il se protège de son environnement en les maintenant à distance. Donc c'est une stratégie comme ça qui est assez paradoxale et qui est très intéressante à aller regarder en profondeur. Ce que je trouve aussi intéressant de voir, c'est que finalement, quand on regarde ces trois rôles et qu'on prend du recul sur ces rôles de victime, de sauveur, de bourreau, c'est que finalement, dans ces trois rôles, il n'y en a aucun qui prend vraiment ses responsabilités et qui prend à bras le corps sa propre vulnérabilité, ses propres peurs, ses propres doutes, ses propres défis dans sa vraie vie en fait. Chacun, à travers ses rôles, va se décaler, que ce soit la victime qui reporte la faute sur l'autre et qui reste comme ça dans une impuissance qui lui permet d'éviter toute forme de responsabilité, que je sois le sauveur qui me décale de mes propres doutes, de mes propres peurs pour aller m'occuper soi-disant des problèmes des autres, ou que je sois un bourreau qui a la sensation de contrôler l'autre pour comme ça m'en protéger et pour éviter surtout d'aller assumer ma vulnérabilité, mes propres peurs et mes propres doutes. Finalement, les trois sont complètement décalés d'eux-mêmes. Et de toute manière, quand on joue un rôle, évidemment qu'on est décalé de soi-même, qu'on est décalé de sa propre vérité et de la profondeur de ce qui se vit en soi, de toute façon. Ce que je trouve aussi sympa à regarder et à prendre conscience, c'est qu'en fait, les rôles dans les relations, ils tournent. On n'est pas tout le temps, dans tous les contextes de sa vie, soit victime, soit bourreau, soit sauveur. En fonction de sa personnalité, on peut avoir tendance à aller plutôt vers tel ou tel rôle. Mais par exemple, si je prends un couple, il y a A et il y a B. Imaginons que A va taquiner B, va lui dire une petite vacherie, un petit truc, va aller comme ça taquiner, aiguillonner B. B peut le prendre mal. Si B le prend mal, B peut considérer que A c'est le méchant, c'est son bourreau du moment, et B va se sentir être la victime de A. À ce moment-là, imaginons que B fasse la gueule. Pendant un certain temps, quelques heures, quelques jours, B décide de ne plus parler à A. Voilà, c'est terminé. Tant que A ne fait pas des excuses, ne s'aplatit pas devant moi, c'est bon, je lui parle plus. Si A est en demande de connexion avec B,
A va se sentir mise à l'écart, rejetée, et A va se sentir la victime de B. Alors peut-être que A va pas comprendre ce qui se passe, ou peut-être que A va se rappeler la vacherie ou ce qu'il a dit à B, enfin en tout cas, quelle que soit la situation, ça s'inverse. Et donc comme ça peut tourner. Il va y avoir A qui est le bourreau, B la victime, et puis B qui se venge, alors B redevient le bourreau, et puis il peut y avoir un livre de compte aussi dans la relation, hein, où l'un des deux ou les deux tiennent le livre de compte de toutes les vacheries et de tout ce qui a été dit, et puis renvoient la balle. Je sais pas si ça te parle, si ça te fait penser à certaines relations que tu as, ou que tu as eues, ou que tu vois dans des gens autour de toi. C'est hyper intéressant à regarder. Et donc là, tant que l'un et l'autre ne prennent pas conscience de ces rôles-là, tant que l'un et l'autre n'ont pas envie de sortir de ces mécanismes-là, alors ça va tourner comme ça, et ça va tourner jusqu'à soit qu'il y ait une prise de conscience et une transformation de l'énergie de la relation, soit jusqu'à ce que ça devienne tellement souffrant et tellement le bazar et tellement le conflictuel et qu'il y ait tellement finalement de violence dans la relation que ça s'arrête et que la relation prenne fin. Voilà, donc ça, c'est hyper intéressant. Et alors parfois, la victime, par exemple, va avoir recours à un tiers, donc on va dire C, qui va peut-être devenir le sauveur. Alors ça dépend. Peut-être que C va être aussi dans la culpabilité, donc à ce moment-là, c'est le sauveur qui va conforter B dans sa victimite et qui va essayer de sortir B des griffes du méchant A, donc du méchant persécuteur. Donc là, à ce moment-là, ça arrive parfois. Donc C, ça peut être un tiers, quelqu'un de la famille, un ami, ça peut être aussi un thérapeute. Parfois, il y a aussi des thérapeutes qui sont atteints de culpabilité, ça arrive. Et puis parfois, C n'est pas atteint de culpabilité. Donc C ne va pas du tout voir B comme une victime, ne va pas le conforter dans son impuissance. Et C ne va pas non plus voir A comme un bourreau, comme un méchant, et ne va pas être dans la culpabilisation ni de personne, ni de l'un ni de l'autre. Et C ne va pas se concevoir lui-même ou elle-même comme un sauveur. Il va juste être là pour accompagner et répondre à la demande de quelqu'un qui lui a demandé de l'aider, mais sans plus. Il n'y a pas ce filtre comme ça de l'accusation de personne en fait. Et donc ça, quand ça arrive, ça va peut-être aider A et B à sortir de leur cauchemar de culpabilité et à voir qu'en fait, il n'y a personne qui est coupable, qu'il y a des mécanismes et que ces mécanismes reposent sur, comme on l'a vu quand je t'ai décrit les rôles tout à l'heure, sur des avantages paradoxaux, sur des peurs, sur des doutes, sur le fait de se décaler de ses propres responsabilités, de ne pas vouloir voir certaines choses en soi, certaines peurs, certaines mémoires, certaines choses de son passé. Et donc toutes ces prises de conscience peuvent être accompagnées, ça prend du temps, mais c'est possible. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de cette possibilité de sortir de cette culpabilité. Ça peut demander le temps déjà de prendre conscience, et une fois qu'on a pris conscience, d'aller guérir, d'aller confronter des mémoires du passé, des conditionnements, des croyances, des choses qui font que jusqu'à présent, on a cru que finalement, dans ces relations, c'était la seule manière de fonctionner. Parfois, on n'a connu que ça, la culpabilité. Ça peut prendre du temps pour en sortir et pour se rendre compte que waouh, mais en fait, il n'y a personne qui est coupable. En fait, je ne suis pas coupable, l'autre n'est pas coupable. Il y a juste des gens qui font ce qu'ils peuvent, avec les moyens du moment, avec leurs possibilités, avec leurs limites, avec leurs besoins. Et voilà. Et c'est tellement plus léger quand on peut sortir de cette culpabilité et de se reposer et de pouvoir faire confiance à la fois en soi, à la vie et à l'autre, parce que du coup, ça transforme tellement la relation avec les autres en fait. Alors peut-être que tu vas me dire, ouais mais attends, il y a quand même bien des gens qui font des choses qui font du mal à d'autres personnes. Il y a bien des gens qui aident d'autres personnes qui ont subi ces préjudices. Donc voilà, il y a bien des victimes, des bourreaux et des sauveurs quelque part. Mais en fait, oui et non. Le fait de mettre ces étiquettes de victime, de bourreau et de sauveur, c'est de mettre ces fils de culpabilité. Mais tu peux voir les mêmes faits objectifs sans mettre ces étiquettes de culpabilité en fait. Prenons un exemple. Imaginons que A a fait quelque chose et que les conséquences de ce que A a fait, ce soit un préjudiciable pour B. Donc on pourrait dire A c'est le bourreau, A a fait quelque chose et B est la victime de ce que A a fait. D'accord ?
est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre ces étiquettes de culpabilité? Est-ce que, à un moment donné, si B se sent avoir un préjudice par rapport à ce que A a fait, est-ce que B peut, en tant qu'être humain, conscient, responsable, qui est dans son pouvoir personnel, aller s'exprimer auprès de A, qui pourrait être aussi un être humain conscient, responsable, qui est aussi dans son pouvoir personnel, mais qui pourrait être aussi dans l'empathie, dans l'écoute, dans la bienveillance. Et donc quand on est avec ce regard de deux personnes qui sont conscientes, qui sont empathiques et qui sont dans la bienveillance, est-ce qu'on peut imaginer que B va voir A et lui dit voilà, est-ce qu'on est d'accord que tu as bien fait ça, qu'il s'est bien passé telle et telle chose? Donc on est au niveau juste des faits de ce qui s'est passé d'un point de vue objectif et qu'on se mette d'accord sur voilà ce qui s'est passé. Et si on arrive à se mettre d'accord A et B sur qu'est-ce qui s'est passé, voilà moi comment j'ai vécu les conséquences de ce que toi A tu as fait, voilà ce que moi ça m'a fait subir, voilà ce que moi j'ai vécu, voilà peut-être ma souffrance et je peux aussi là en tant que B, exprimer ma vulnérabilité, exprimer ce qui a été difficile pour moi, mais je parle que de moi. Je parle de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu. Donc, si A est dans la conscience, dans l'empathie, dans la bienveillance, A a l'occasion de mesurer, de se rendre compte de ce que B a vécu. Et B a l'occasion d'exprimer à A, ben voilà ma vérité, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui est difficile pour moi à travers ce que toi tu as posé comme action. Et donc chacun a l'occasion de s'exprimer, d'écouter l'autre. A va pouvoir mesurer, ok, quand j'ai fait ça, voilà comment ça s'est passé pour toi. Et si A est dans l'empathie, dans la bienveillance, A, en général, va être désolé, mince, voilà quelles sont les conséquences de ce que j'ai fait. Et A va être sincèrement désolé. Et A va probablement chercher un moyen de donner un accusé de réception à B déjà, ok, j'entends ce que tu me dis, je suis vraiment désolée des conséquences de ce que tu as vécu suite à ce que moi j'ai fait, et peut-être que A va chercher avec B une possibilité pour réparer, pour restaurer les choses, et pour trouver un moyen d'arranger la situation. Quand on est entre deux êtres humains conscients, empathiques, bienveillants, évidemment que c'est possible. Chacun a à cœur que ce soit le mieux pour soi et pour l'autre. Et il n'y a pas besoin d'aller mettre de la culpabilité là-dedans, c'est vraiment pas nécessaire. Et là, du coup, quand on envisage des relations avec cette posture-là, avec cet angle-là, ben là, c'est notre relation à soi et à l'autre qui change. Il y a tout qui change. C'est tous nos rapports à la relation à l'autre, tout notre rapport au monde qui change. Alors peut-être que tu vas me dire, non mais là, en fait tu vis dans un monde de bisounours, Karine. Là vraiment c'est bon, t'es prise en flag, c'est waouh, ça n'existe pas ce que tu dis. Mais bien sûr que si, ça existe. Alors je dis pas que là, tout de suite, en 5 minutes, on va être capable de mettre en place avec tout le monde, dans tous nos contextes de vie, ce genre de relation. Malheureusement, c'est pas si simple, on est bien d'accord. Mais déjà juste de pouvoir concevoir que c'est possible d'être en relation avec l'autre comme ça. Mais peut-être qu'il va être plus facile de mettre en place ce type de relation avec certaines personnes de notre entourage, peut-être de notre famille. C'est peut-être pas le plus facile toujours, la famille. Peut-être des amis, en tout cas des gens qui nous sont proches, qui nous sont chers, et en qui on aura plus de facilité à avoir confiance. Et donc peut-être c'est intéressant de regarder dans son environnement, ok, avec quelle personne je sens que ce serait facile de commencer ce genre de relation, et pourquoi pas en parler simplement, de manière authentique, sincère, dire voilà, j'aimerais bien avoir ce genre, peut-être tu peux montrer la vidéo à cette personne, dire voilà, j'aimerais bien avoir ce genre de relation avec toi, est-ce que ça te dirait qu'on œuvre ensemble à avoir une relation comme ça, la plus sincère, la plus authentique, sans plus aucune culpabilité, en étant vraiment des partenaires de vie, et pas forcément un couple, hein, ça peut être juste des amis aussi, et vraiment se soutenir chacun, être le plus authentique, le plus ouvert l'un à l'autre, et que chacun puisse comme ça dire ce qui se passe vraiment dans la relation, sans filtre, sans masque. Et évidemment que c'est pas facile. Ça demande du courage. Ça demande du courage déjà pour B, la soi-disant victime, de aller dire sa vérité, de dire voilà, quand il s'est passé telle ou telle chose, est-ce qu'on est d'accord qu'il s'est bien passé telle ou telle chose par rapport à ce que tu as dit, ce que tu as fait? Voilà moi comment je me suis sentie en fait. Voilà quelles ont été les conséquences pour moi. Et déjà rien que de faire ça, aller exprimer comme ça sa vérité, son authenticité, c'est clairement pas quelque chose de facile.
C'est pas quelque chose qu'on a appris, donc ça demande énormément de courage d'oser faire ça. Et donc il y a des relations avec lesquelles on se sent mieux de faire ça, et d'autres avec lesquelles on se dit non mais jamais je pourrais faire ça avec telle personne. Donc il y a peut-être à regarder quelles sont les relations avec lesquelles ça peut être plus facile de démarrer. Et puis pour A, c'est pas facile non plus d'entendre quelqu'un qu'on aime ou pas d'ailleurs, mais d'entendre quelqu'un qui vient nous dire comme ça, voilà, quand t'as fait ça, voilà comment moi je me suis sentie. Bah, A peut très vite, s'il a atteint de culpabilité, se mettre à culpabiliser, à se dire mince, j'ai fait ça, et à se sentir super mal. Donc c'est à B aussi de trouver une manière de dire les choses pour surtout pas culpabiliser A, ne l'accuser de rien du tout. Et donc à A, d'être capable d'entendre ça sans culpabiliser, et de rester ouvert, de rester dans l'empathie, de rester dans la bienveillance, d'être capable de dire je me suis trompé, ou d'être capable de dire mince je suis désolé, hein, si on ne croit plus à l'erreur, de dire mince je suis vraiment désolé que ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit ça ait eu ces conséquences pour toi, je suis vraiment désolé. Je mesure que pour toi c'est difficile en fait et je suis vraiment sincèrement désolé. Mais être capable de dire ça, c'est pas si facile non plus, hein, parce qu'on a son orgueil, on a sa fierté, c'est pas si simple. Et après, rester dans cette posture comme ça de bienveillance, d'ouverture et d'être capable de dire à l'autre est-ce que ça te dit qu'on cherche ensemble une solution pour que ça aille mieux pour toi et que pour les conséquences de ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, bah ça arranger la situation. Et rester dans cette posture de co-création, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et donc parfois il y a un tiers, il y a un C qui va arriver pour aider, on peut demander de l'aide à quelqu'un qui ne sera pas un sauveur. On peut demander de l'aide à un médiateur, quelqu'un qui va être là, pour soutenir chacun à exprimer sa vérité, à exprimer sa sincérité, à exprimer sa vulnérabilité, à soutenir chacun à ne pas tomber ni dans l'accusation, ni dans la culpabilité de soi ou de l'autre. Ça, c'est possible aussi. On peut demander à un tiers de nous aider à repositionner la relation d'une manière qui reste ouverte et qui reste dans cette bienveillance. Mais c'est vraiment possible, hein, je peux en témoigner parce que je le vis moi dans certaines de mes relations bien sûr et je soutiens d'autres personnes à vivre ça dans leurs relations. Et donc ça fait vraiment une différence pour sortir de la culpabilité. Savoir que c'est possible et commencer à œuvrer dans certaines de ces relations pour que ça devienne une expérience, pour prendre confiance que oui c'est possible et oui je commence à le vivre. Et des fois on tombe, des fois on retombe dans la culpabilité, hein, on a des rechutes, mais c'est pas grave, ce qui est important c'est de prendre conscience et de revenir comme ça avec ce cœur ouvert, cet esprit ouvert dans la relation, dire mince, là je t'ai accusé ou là j'ai cru que t'étais coupable, mais non, en fait je vois bien que, et hop, c'est reparti. Et quand on a cette expression authentique, mais ça ouvre tellement de belles choses dans nos relations. Si tu as envie de t'entraîner à jongler avec ces concepts et à identifier où sont ces rôles de victime, de persécuteur, de sauveur, ça peut être rigolo de regarder ce qu'on vit là dans la situation du Covid et de regarder comment les uns et les autres se positionnent parce que là c'est tellement énorme et c'est tellement savoureux. Je crois qu'on peut dire quand même que le rôle plébiscité par beaucoup d'entre nous, hein, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, tu peux me dire dans les commentaires, c'est quand même le rôle de la victime. Tellement de victimes. Bon déjà, il y a ceux qui vont identifier le virus comme le bourreau. Donc déjà, il y a tous les malades qui vont, eux, vivre leur maladie comme « je suis une victime du Covid ». Bon, ça, c'est facile. Mais après, il y a plein d'autres victimes. Il y a ces boucs émissaires, là, tous ces non-vax, ces anti-vax, ces complotistes, c'est de leur faute, en fait. Si on est dans ce bazar, c'est de leur faute. Si tout le monde, on était à 100% de vaccinés et que tout le monde appliquait les règles, ça fait longtemps qu'on serait sorti de ce bazar. Donc, la victime, ça va être aussi la personne qui va accuser l'anti-vax, le non-vacciné, le complotiste, que c'est sa faute si on s'en sort pas en fait. Il faudrait que tout le monde file droit. Donc ça, c'est aussi une manière d'être victime. Mais t'as aussi dans l'autre sens, bien sûr. T'as le complotiste anti-vax ou juste celui qui est pas d'accord, on va aussi un peu arrêter avec les étiquettes, mais celui qui est pas d'accord avec ces vaccinations forcées, même si lui-même il peut être vacciné d'ailleurs, hein, mais qui est pas d'accord avec tout ce qui se passe, et qui va vivre ces coercitions, ces restrictions, comme de la persécution en fait. Et donc il va y avoir la victime du gouvernement, des décisions, des restrictions et de tout ça. Il va aussi y avoir la victime, hein, le complotiste qui est victime de toutes ces multinationales, de ces GAFAM, de toutes ces grosses forces-là, pleines d'argent, qui prennent toutes les ressources à elles. Ça, je t'en ai déjà pas mal parlé. Et donc on peut aussi voir tous ces processus sous l'angle de la victime. Donc je suis la victime,
de toutes ces forces qui prennent toutes les ressources, qui prennent le pouvoir, même sur les gouvernements, etc. Je peux voir ça aussi sous l'angle de la victime, bien sûr. Donc c'est énorme, on peut être la victime de tellement de choses, et ça ne veut pas dire que les phénomènes n'ont pas lieu et qu'il n'y a pas des faits. Hein, c'est ça que je veux dire, c'est vraiment faire la différence entre les faits, ce qui se passe, et la manière dont je me positionne par rapport à ces faits. Donc je peux voir les mêmes faits sous l'angle de la victime, ou pas, en ayant ma responsabilité et sans accuser qui que ce soit en fait. C'est ça que je trouve intéressant à voir. Et alors bien sûr, mais il y a les sauveurs, il y a quand même des sauveurs. Alors les sauveurs, ben, ça va être ceux qui prennent les bonnes décisions pour sauver le pays et donc faire en sorte par exemple que tout le monde soit vacciné, que tout le monde mette bien son masque, que tout le monde applique bien les règles. Donc ça va être le gouvernement ou les institutions qui sont les sauveurs. Ça, c'est déjà des sauveurs. Et donc bah, les victimes, c'est les pauvres personnes qui sont malades du Covid et le bourreau, c'est le Covid. Donc ça, c'est la situation la plus simple. Mais il y a plein d'autres sauveurs en fait. T'as tous ceux qui sont les sauveurs parce qu'ils ont la sensation de faire eux tout ce qu'il faut pour prendre soin des autres, parce que eux ils ont à cœur d'être des bonnes personnes et de prendre soin des autres. Donc t'as le sauveur qui va mettre son masque hein, pour aller voir papy mamie pour surtout pas le contaminer. T'as le sauveur qui va se faire tous ses vaccins, son booster, sa 4e, sa 5e dose, toutes les doses qu'il faudra pour surtout être un bon citoyen et prendre soin de la communauté dans cet esprit de fraternité républicaine. Hein, donc bah, ça, c'est aussi une manière d'être un sauveur. Moi, je fais ce qu'il faut, au moins. Voilà, donc quelque part, je suis aussi un sauveur. Donc ouais, c'est intéressant. Et puis bien sûr, tu as le sauveur, tu as celui qui va avoir, grâce à qui on aura eu une continuité de service, une continuité de soins pendant le confinement, qui aura fait vraiment tout ce qu'il pouvait au service de la communauté. Et puis tu as le sauveur aussi, tu as le lanceur d'alerte. Donc tu as le sauveur lanceur d'alerte, tu as celui qui est dans les réseaux sociaux et qui va faire des vidéos pour alerter chacun et pour dire attention, voilà, là le bourreau en fait c'est pas celui que vous croyez, le vrai bourreau c'est celui-là et vous êtes en fait la victime de celui-ci. Voilà, donc tu as le sauveur lanceur d'alerte. Et puis tu as le sauveur aussi qui est assis dans son canapé, hein, et puis qui est sur les réseaux sociaux, puis qui voit passer des posts, des informations, des vidéos qui lui paraissent absolument essentielles et que tout le monde devrait voir pour enfin comprendre quelle est la vérité et ce qui se passe vraiment. Et donc il va partager comme ça des posts, qui va liker, qui va mettre des commentaires, parce que bah, c'est important que chacun détienne enfin la vraie vérité. Donc tu as le sauveur installé dans son canapé, qui est sur Facebook, qui est sur YouTube, qui est sur Twitter et tout ça, et qui va essayer comme ça d'influencer l'opinion générale, croit-il. Donc ça, c'est vraiment hyper savoureux, franchement, c'est hyper savoureux. Et alors le bourreau, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes quand même qui vont assumer un rôle de bourreau comme ça, de manière explicite. Bon, je pense bien à un qui a assumé il n'y a pas très longtemps d'emmerder une certaine catégorie de population, donc là, j'avoue, ça pourrait presque passer comme un bourreau assumé, sauf que vu la position politique de cette personne, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a peut-être une légère manipulation, un léger coup politique derrière. Je te laisse regarder comment tu sens ça, mais bref. Donc c'est intéressant hein, de regarder un petit peu toutes ces situations à travers ces différents angles, parce que c'est tellement facile soi-même de se laisser prendre dans ces filtres de culpabilité et de croire que soi-même on est soit la victime, soit le sauveur en général. C'est soit l'un soit l'autre et on peut être un peu les deux. Et de ne pas se rendre compte que bah, pour l'autre c'est complètement inversé et il y a 15 000 manières en fait de jouer avec ce rôle et d'interpréter une situation qui est complexe, mais il y a plein de manières de l'interpréter et de la manière et tous ces rôles ils tournent, c'est hyper intéressant je trouve. Ça m'intéresserait, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires pour me dire toi, comment tu vis cette situation du Covid, de quoi tu te sens peut-être la victime, comment tu as l'impression que tu vas pouvoir aider et peut-être sauver et améliorer la situation, n'hésite pas à me raconter ça dans les commentaires, tu vas voir, c'est intéressant de lire les commentaires de chacun. Enfin bref, ce serait tellement précieux si les uns et les autres on pouvait sortir de cette culpabilité, de ce cauchemar collectif, juste en prenant conscience de qui on est, de quelle est sa place vraiment là à l'intérieur de soi, et juste de reprendre ses responsabilités avec bienveillance, avec empathie, avec confiance dans la vie, avec confiance dans l'autre,
Et voilà, juste de suivre son élan de vie et de faire confiance que non, l'autre il est pas là pour nous emmerder, pour nous pourrir la vie ou pour nous tuer en fait. Juste reprendre confiance dans la vie et dans l'autre, waouh, ce serait tellement précieux, ça ferait tellement de bien. Et là peut-être que tu vas me dire, bah ouais, je sais, c'est un idéal, ça paraît tellement loin, ça paraît tellement beau et ça paraît tellement impossible. C'est pour ça que je te disais que pour moi, ça commence d'abord ici et maintenant à travers nos relations avec nos proches. Parce que comment tu veux qu'à l'échelle collective, on puisse être dans sa responsabilité, dans son pouvoir personnel, dans sa verticalité, exprimer sa vérité, assumer sa responsabilité? Comment tu veux que ça ce soit possible si déjà, là, ici et maintenant, dans nos relations avec les personnes qu'on aime le plus, qui sont les plus chères pour nous, bah si déjà là on n'y arrive pas? Donc pour moi, ça commence vraiment là, ici et maintenant, à travers nos relations. Est-ce que dans mes relations avec ces personnes-là qui me sont tellement chères, est-ce que là je vais aller oser exprimer ma vérité? Est-ce que je vais exprimer ma vulnérabilité? Est-ce que là je vais tomber les masques? Est-ce que je vais me faire confiance pour dire ce que je vis, pour dire ce que je ressens? Et est-ce que je vais faire confiance à l'autre, que l'autre, non, il n'est pas là pour m'emmerder? Il n'est pas là pour me pourrir la vie, il n'est pas là pour me faire du mal. Donc est-ce qu'on peut commencer à se faire confiance à soi-même pour s'exprimer, pour dire qui on est, faire confiance à l'autre et mettre voilà, de la conscience, de l'empathie, de la bienveillance, de la confiance dans nos relations? Et pour moi, le creuset de notre humanité, c'est vraiment là que ça se joue. C'est vraiment là que ça se joue pour soi. C'est vraiment là que ça se joue dans l'éducation, avec les enfants, dans nos familles, partout en fait. Et pour moi, c'est là que ça commence. Et quand là, c'est possible de le vivre, alors petit à petit, ça va être de plus en plus possible de le vivre à un niveau collectif, parce qu'on va être de plus en plus nombreux à vibrer ça, à le manifester. Et ça, c'est inspirant, et ça fait du bien, et ça ouvre des possibles, et ça aussi, c'est hyper contagieux. Et c'est vraiment cette contagion-là que j'ai envie de t'inviter à co-créer. Hein, si on co-créait une contagion de responsabilité, de conscience, de confiance, de bienveillance, d'amour, d'empathie, hein, ça aussi, ça peut être contagieux. Alors si ça te parle, si tout ce que je viens d'exposer là dans cette vidéo comme clé, comme piste de réflexion, si ça te parle, si ça résonne pour toi, alors n'hésite pas à soutenir cette vidéo de toutes les manières possibles. Tu peux la liker, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis bah, bien sûr tu peux la partager, hein, tu peux la partager dans tous les réseaux sociaux, tu peux la partager dans les groupes, tu peux voilà, la partager auprès de toute personne dont tu penses que ça pourra lui être utile et ça pourra la soutenir bien sûr. En tout cas, je suis vraiment de tout cœur avec toi sur ce chemin de conscience de soi, de rencontre de soi, d'expression authentique, d'expression de sa vulnérabilité dans ses relations. Je sais bien, hein, pour le vivre moi-même, à quel point c'est pas toujours facile, à quel point c'est exigeant. Donc d'ailleurs, si tu sens que tu as besoin de soutien et d'accompagnement sur ce chemin-là, n'hésite pas à utiliser ce lien pour me contacter directement. Je te souhaite de belles explorations, de belles prises de conscience et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse. Bye bye.